Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce BADA, pour ce supplément de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui me donne l'occasion aujourd'hui de recevoir Marie-Vianne de Saint-Pulgent. Marie-Vianne de Saint-Pulgent, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Vous êtes connue de nos auditeurs de longue date, mais plus particulièrement pour une relativement récente émission que nous avions fait, une thématique que nous avions faite avec vous sur le patrimoine et qui avait séduit, intéressé, intrigué beaucoup de nos auditeurs. Mais aujourd'hui, c'est pour parler d'une fondation dont vous êtes la présidente depuis plusieurs années, une fondation qui n'est pas connue et qui d'ailleurs ne fait pas non plus énormément de choses pour l'être parce que c'est pas sa vocation fondamentale, c'est la Fondation des Treilles. Alors simplement un mot d'abord, Marie-Vianne de Saint-Pulgent, pour rappeler qui vous êtes. Vous avez une double formation, une formation artistique, vous avez plusieurs premiers prix de piano du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et puis, comme vous aviez, ça ne vous suffisait pas, vous avez passé le concours de l'ENA et vous avez quitté l'administration, plus exactement la magistrature, puisque vous étiez conseillère d'État, je vais me faire taper sur les doigts, et même présidente de la section du rapport, donc présidente de l'une des sections du Conseil d'État. Mais entre-temps, vous avez notamment exercé la fonction de directrice du patrimoine. À l'époque, on ne disait pas encore directrice générale. Depuis, on s'est rajouté des galons sur la manche. Et peut-être simplement, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles étaient les grandes directions de votre politique comme directrice du patrimoine ? D'abord, le patrimoine, c'est un peu un travail au long cours. C'est-à-dire, ce n'est pas un secteur où on peut faire des coups. On peut quand même renforcer des institutions. Il s'agit de défendre tous les jours le patrimoine contre les différentes agressions. J'ai même connu les agressions des guerres balkaniques. Donc, nous sommes dans une période de renouveau de la guerre. Et malheureusement, il faut aussi s'attendre à des pertes monumentales en même temps qu'à des pertes humaines. Je fais référence bien sûr au conflit ukrainien. Mais par ailleurs, j'ai plutôt créé des institutions qui sont heureusement aujourd'hui encore debout. La Fondation du patrimoine, grâce à Jacques Toubon. La Cité de l'architecture et du patrimoine à Chaillot. Une autre institution, mais qui est un monument littéraire, qui est les éditions du patrimoine, voilà. Donc, c'est ce qui reste un peu de mon passage, en dehors des innombrables chantiers individuels, par exemple, la défense du château et du parc de Versailles. Alors, là aussi, j'ai contribué à faire de Versailles un établissement public autonome. Et vous étiez aussi directrice du patrimoine au moment de la grotte Chauvet, de la découverte de la grotte Chauvet, qui n'a pas été sans problème et sans conflit, mais enfin qui est aussi l'autre bout, si je puis dire, de... Oui, alors la grotte Chauvet fut à la fois une chance et un malheur. Une chance parce que c'est ce qu'on appelle une découverte séculaire en archéologie, qui a d'ailleurs complètement bouleversé l'idée qu'on se fait de l'histoire de l'art humain, puisqu'elle a remonté de plusieurs milliers d'années, même dizaines de milliers d'années, l'apparition de l'art rupestre par rapport à Lascaux, puisqu'elle a été datée de 30 000 ans avant notre ère, et d'un art rupestre figuratif, magnifique, déjà particulièrement abouti, mais un malheur parce que ça a déclenché un tsunami juridique qui dure encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça me rassure, j'étais pas responsable de cela, c'est plutôt l'extraordinaire importance de cette découverte, son retentissement mondial qui a créé les problèmes. Comment êtes-vous devenue présidente de la Fondation des Treilles ? Alors là, c'est plus récent. Ça date quand même encore déjà de 2014, même plus, je crois. 2003, pardon. Et c'est le cabinet de Jean-Jacques Ayagon qui m'a demandé de venir occuper un siège au conseil d'administration de la Fondation qui traversait une très grave crise. Comme on connaît les fondations familiales, les fondations créées par vraiment une personne privée. Tant que le fondateur est vivant, tout va bien. Les problèmes commencent à la génération suivante. Voilà, on en connaît beaucoup. Certaines ont défrayé la chronique judiciaire. C'est le cas de la Fondation des Treilles qui a donné lieu
à plusieurs arrêts des juridictions suprêmes, 2 arrêts de la Cour de cassation, un arrêt du Conseil d'État qui a permis au Conseil d'État de fixer sa doctrine d'ailleurs sur le droit des fondations. Et donc il y avait un grand désordre qui opposait plusieurs parties de la famille, la même famille. L'un des protagonistes était Jérôme Sédou, président de Pathé. Donc ce n'était pas des petites querelles et ça paralysait l'action de la Fondation. Donc les ministères de tutelle, la culture d'une part, la recherche surtout d'autre part, parce que la Fondation était surtout importante pour la recherche scientifique, se sont entendus sur mon nom pour essayer de ramener la paix. Voilà. Ce qui m'a pris 10 ans. Vous avez mentionné l'importance du fondateur, en l'occurrence là de la fondatrice, qui est connue de sa famille, et pas très au-delà, enfin du monde artistique et du monde scientifique. Comment est-ce que comment vous présenteriez, comment vous feriez connaître Anne Gruner? D'abord, Anne Gruner-Schlumberger. Oui, c'est la fille, une des 3 filles de Konrad Schlumberger. Elle a eu elle-même 3 filles d'ailleurs. Les 2 autres sont pas tellement plus connues qu'elle. Enfin, la plus connue est Dominique de Ménil, à cause de la fondation de Ménil qu'elle a créée à Houston. Houston étant la ville américaine où les Schlumberger ont relancé l'activité américaine de forage de puits de pétrole qui a fait la fortune en fait de Schlumberger Limited. Et celle-là est la plus connue des 3, c'est une grande mécène, comme les 2 autres sœurs, donc Anne Gruner et Sylvie Boissonnat, qui fut avec son mari une des très grandes mécènes du Centre Pompidou, plus une fondation qui lui est propre. Donc ces 3 filles sont les seules héritières de Konrad Schlumberger, lui-même frère de 2 autres célèbres Schlumberger, Marcel Schlumberger, qui est le grand-père de Jérôme Sédou. Et Marcel Schlumberger étant l'ingénieur. Non, Konrad était l'ingénieur, Marcel était le financier. Le financier. Et le 3e frère connu, puisqu'il y en a un 4e dont on ne parle jamais, qui est Jean Schlumberger, donc le fondateur de la NRF, de Gallimard, l'ami de Gide, membre de l'Académie française, grand écrivain, et un peu méconnu aujourd'hui, mais nous employons à faire revivre sa mémoire et son œuvre. Et donc ces 3 filles ont apporté à Konrad Schlumberger et à la famille Schlumberger, à l'affaire Schlumberger, ce qu'on attendait d'elles, c'est-à-dire des maris. Et des gendres, quoi. Voilà. C'était la principale mission confiée aux filles à l'époque. Et Anne Gruner a fait son devoir dans ce domaine, puisqu'elle a apporté à l'affaire un ingénieur de génie qui était Henri Dole, qui est le véritable inventeur des sondes Schlumberger, son beau-père n'ayant pas vraiment fait aboutir le dispositif qui a fait la fortune de la famille. Mais ensuite, elle a voulu vivre par elle-même, ce qui était quand même assez légitime parce qu'elle avait hérité non seulement de la fortune, mais du génie des Schlumberger. Et son génie à elle l'a employé comme une femme pouvait le faire à l'époque, c'est-à-dire comme une grande mécène, une grande créatrice d'institutions culturelles. Elle a été admirable. Elle avait aussi un sens extraordinaire du génie des autres. Voilà, c'était une découvreuse. Alors, elle a œuvré dans ce domaine, sur tous les domaines. Elle a même découvert l'homme qui allait sauver Schlumberger Limited au bon moment, qui était Jean Ribou, et qui à un moment où l'affaire n'allait pas bien du tout, c'est Anne Gruner qui a démarché Jean Ribou pour qu'il prenne la direction de l'affaire. Donc, c'était une grande découvreuse. Et quand elle a décidé de voler de ses propres ailes, alors elle a quitté son mari, quitté l'Amérique, elle est revenue en Europe, et donc elle a œuvré d'abord en Grèce, car elle a eu envie c'était une Méditerranéenne, donc elle a eu envie de vivre en Grèce, où elle a exercé une grande action de mécénat au service des artistes grecs, des scientifiques grecs, puisque dès le départ elle s'intéresse aussi à la science. Et ensuite, finalement, elle est revenue en France et elle a cherché un endroit qui lui rappelait la Grèce. Elle s'est établie en Provence et c'est là qu'elle a créé la Fondation des Treilles, où elle a continué son action de mécénat. Mais elle s'est occupée aussi beaucoup de développement de la lecture. Donc, elle l'a fait d'abord en Grèce, aussi en créant des bibliothèques pour enfants. Et puis, elle a créé en France
une institution qui a eu énormément d'importance, même si aujourd'hui elle est malheureusement détruite, c'est la bibliothèque pour enfants de Clamart. Voilà. Donc c'est une espèce de personne multiforme, qui s'intéresse absolument à tous les sujets, la musique, la philosophie, la biologie, et grande amie de Michel Serres, notamment, qui fut un des fondateurs de la Fondation des Treilles. Et grande amie de nombre de musiciens, du claveciniste Jacques Passeray, qui est l'ancêtre, non pas le modèle de William Christie, et oui, on voit par là un certain nombre de filiations. C'était une personne d'une énergie, j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises dans sa fondation et à Paris, dans un appartement dont les murs étaient couverts de peintures très, très très choisi, si je puis dire. Oui. C'était pas l'appartement de quelqu'un qui accumulait, c'était l'appartement d'une collectionneuse, c'est-à-dire qu'il y avait un fil directeur et un regard. Alors, les Treilles, c'est donc au nord de Draguignan, en Provence. C'est un domaine vaste. 300 hectares, 300 à peu près. Hectares. C'est à Tourtour et à Flyos, exactement. C'est trop grand pour être sur une seule commune. Oui. Donc, c'est surtout à Tourtour, mais en partie à Flyos. Et que trouve-t-on sur ces 300 hectares ? Alors, elle a construit ce domaine petit à petit. Elle a hérité 50 hectares de sa famille, d'une tante, et ensuite elle a acquis des terres en négociant avec les paysans, ce qui a été un peu long. Et alors, elle a invité un grand architecte, un des plus grands architectes français de l'époque, qui est Pierre Barbe, qui est une des figures du mouvement moderne, un des co-auteurs de la Villa Mallet-Stevens, mais qui a employé au Treilles un autre style, qui est son style final, si je puis dire, qui est une espèce de régionalisme moderne. Voilà, c'était quand même un immense architecte, donc qui a construit plusieurs des maisons des Treilles, puisqu'il y a 22 maisons au Treilles, dont à peu près un tiers est dû à Pierre Barbe. L'autre grand créateur du domaine du paysage, cette fois, c'est Henri Fiche, qui lui est toujours vivant. Pierre Barbe est mort à plus de 100 ans. Henri Fiche n'a pas atteint 100 ans, il est toujours parmi nous. C'est un très grand créateur paysagiste aussi, celui qui a fait le jardin assez célèbre de la Fondation Markt, et d'autres grands jardins provençaux. Et alors, à eux trois, ils ont construit une œuvre d'art qui est d'ailleurs protégée au titre des monuments historiques, au titre de la grande création architecturale du XXe siècle, et aussi du mécénat privé. À la fois architecture et paysage. Et puis, elle a été plus loin, puisqu'elle a invité aussi des artistes, des sculpteurs, Max Ernst, Takis, qui vient de nous quitter. Je les cite ceux-là, mais il y a aussi Lalanne, il y a beaucoup de sculpteurs qui ont travaillé au Treilles pour créer le grand décor artistique des Treilles, puisque à côté des maisons et du paysage, vous avez des œuvres d'art implantées dans le domaine, à demeure, si je puis dire. Et Takis en particulier, c'est l'endroit où il existe en France le plus grand nombre de sculptures de Takis dans un domaine privé, je ne parle pas du domaine public. Et donc la fondation Takis, que Takis a créée en Grèce, par exemple, s'intéresse beaucoup au domaine des Treilles, puisque au fond, c'est là que sont conservés le plus grand nombre en main privée d'œuvres de Takis. Mais Max Ernst a installé des sculptures extraordinaires, dont son célèbre Capricorne, dont nous avons un des 3 exemplaires tirés, les 2 autres étant celui du Centre Pompidou, qui figurait dans l'exposition chef-d'œuvre du Centre Pompidou-Metz, qui a inauguré le centre, et celui de la Fondation de Ménil. Voilà, et donc elle a créé ce domaine pour réunir autour d'elle les artistes et les penseurs sur qui elle comptait, alors pour sauver la planète du désastre. Voilà, c'est une grande ambition. Tout à fait utopique, comme l'est le domaine lui-même. Mais voilà, j'aime bien dire que c'était une pessimiste active. Elle était très pessimiste sur l'avenir de la planète. Elle avait déjà pressenti le problème du développement durable. Donc, elle a voulu un domaine déjà écologique, peut-être avant l'heure. Et par ailleurs, elle pensait que les penseurs, les intellectuels et les artistes pouvaient contribuer à refaire le monde dans le bon sens, si je puis dire. C'est là où elle était quand même un peu optimiste. Au moment de l'inauguration de l'un des jardins de la Fondation des Treilles, en présence du président de la République, qui était François Mitterrand, Anne Grüner dit « J'inscris la Fondation comme un descendant des 3 premiers créateurs de Schlumberger, dont l'éthique était de faire confiance à des jeunes, d'être le creuset d'idées nouvelles et de collaborer à des projets dans le monde entier. » Comment est-ce que cette fondation traduit cette phrase d'Anne Grüner, Schlumberger ?
Alors, sur la question de la jeunesse, nous avons un principe qui est dans toutes les activités des Treilles, qui sont donc des activités scientifiques, les séminaires de recherche, les séjours d'études, les prix donnés aux jeunes chercheurs. Donc, nous inscrivons le principe suivant lequel il faut un mélange des générations. Donc, nous n'invitons pas seulement les jeunes, mais aussi toutes les générations. Voilà, ça fait partie des obligations. L'autre obligation, c'est de ne pas rester dans le cercle franco-français. Alors, c'est plus ou moins facile suivant les domaines dans lesquels nous travaillons. Et donc, c'est surtout dans les sciences que j'aime bien, on appelle inhumaines et asociales, pour les distinguer des sciences humaines et sociales, que la barrière de la langue n'existant pas, et dans les faits, ils se tiennent en anglais la plupart du temps, nous pouvons avoir un recrutement international de nos chercheurs. C'est surtout vrai en médecine et en biologie, qui sont des très grandes forces des séminaires des Treilles, puisque plusieurs dizaines de prix Nobel sont venus aux Treilles au titre des séminaires scientifiques. Et 5 médailles Fields. J'aime bien aussi citer les mathématiciens qui travaillent eux aussi en anglais, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un recrutement vraiment, véritablement international. Pour les sciences humaines et sociales, souvent, nous sommes limités à l'Europe, en y incluant la Grande-Bretagne, en continuant d'y inclure la Grande-Bretagne, parce que là, il y a une vraie barrière linguistique. Mais le même principe, c'est qu'il ne faut pas rester uniquement dans le cercle franco-français. Et donc, la troisième préconisation, ce sont des séminaires pour la plupart interdisciplinaires, parce que on pense, comme Anne Gruner, que rester au sein de sa discipline, et ces disciplines sont de plus en plus réduites dans la recherche d'aujourd'hui. Finalement, d'abord, ça se fait dans les universités, on n'a pas besoin des Treilles pour le faire. Et donc, le principe des Treilles, c'est qu'il faut justement se faire rencontrer des gens qui ne se parlent pas d'habitude. Voilà. Donc, nous avons cette triple obligation, mélange des générations, mélange des nationalités et mélange des disciplines. Vous l'avez dit, il y a un fort accent mis sur les sciences, oui, et sur les mathématiques, qui sont une science. Ce qui n'est pas le cas le plus fréquent dans les fondations, sur le territoire français en tout cas, et moins encore avec le mélange avec tout ce qui peut ressortir de l'art, de la musique, mais pas seulement. C'est un mélange qui se traduit par le programme des différents séminaires, ou c'est aussi un mélange qui se traduit par des rencontres entre artistes et scientifiques? Les deux, si je puis dire. Nous avons, il n'y a pas longtemps, accueilli un séminaire sur le rythme. Le rythme, c'est un sujet extrêmement transversal, donc on fait venir toutes les disciplines intéressées. Parmi elles, il y a l'art, le rythme de la peinture, mais il y a aussi des disciplines très scientifiques voilà, donc il y a déjà ce mélange. Ce n'est pas le seul cas de séminaire qui mélange les questions scientifiques et les questions artistiques. Par ailleurs et surtout, comme nous avons aussi beaucoup de résidences d'artistes en résidence, d'artistes et d'auteurs, mettant la littérature dans l'activité artistique, nous incitons beaucoup, et d'ailleurs même nous faisons obligation à tous ceux qui sont accueillis aux Treilles en même temps, de partager un repas en commun dans la salle à manger des Treilles. Donc c'est le repas du soir, où tout le monde est convié fermement à venir, au lieu de rester dans sa petite thébaïde. Et donc là, il y a des échanges. Et ces échanges peuvent aboutir à des collaborations. Les gens se rencontrent et donc décident éventuellement de travailler ensemble. Alors, et surtout, abordent leur discipline à travers celle des autres. Nous avons d'ailleurs, nous vérifions la fécondité des rencontres par une autre activité des Treilles qui tenait beaucoup à cœur à Anne Gruner, qui est la transmission de la science aux jeunes générations. Donc, nous accueillons, par exemple, sur le domaine des lycéens, principalement de seconde, que nous recrutons dans le rectorat, et qui viennent rencontrer, par exemple, nos biologistes qui viennent faire un séminaire extrêmement pointu sur la biologie, mais qui, pendant une journée, ils font des speed dating, enfin des rencontres brèves avec nos lycéens pour leur expliquer en termes clairs sur quoi ils travaillent. Voilà, leur montrer concrètement de quoi ils s'occupent. Et le reste du temps, les lycéens visitent le domaine. Voilà. Et donc, on espère qu'à chaque fois, la classe repart avec une ou deux personnes qui ont eu l'étincelle et qui vont décider de faire de la science. Et ça marche.
Oui, alors j'allais vous dire, depuis le temps que la Fondation existe et fonctionne, est-ce que ces tentatives de pêcher à la ligne des nouveaux candidats aux sciences a fonctionné? Apparemment, oui, c'est ce que nous dit le rectorat. En fait, ils reviennent assez enthousiasmés, parce que les personnalités que nous recevons, en général, sont assez rayonnantes. Enfin, il y en a qui ne savent pas parler. Les mathématiciens, on a du mal. Voilà. Mais les autres parlent assez volontiers. Ils sont très contents de le faire. Nous faisons aussi, par exemple, nous faisons des rencontres à la médiathèque de Draguignan entre nos auteurs en résidence et le public de la médiathèque, donc des lectures, enfin des rencontres lectures. Alors tout le monde n'est pas partant non plus, de même que nos résidents photographes qui viennent chez nous sont pas toujours d'accord pour montrer leurs œuvres, là aussi à la médiathèque de Draguignan, et surtout pour les commenter. Mais il y en a suffisamment. Ce n'est pas une obligation. Quand vous venez au Treil, vous n'avez pas d'obligation. Vous êtes là pour travailler, pour penser, pour écrire, pour créer. Mais en même temps, on vous demande si vous êtes d'accord. Et il vaut mieux être d'accord, d'ailleurs, pour que ça marche. Donc voilà, ce sont des petites graines. Voilà, il faut reconnaître que ce n'est pas nous qui allons sauver ni le monde, comme l'espérait Anne Gruner, ni la culture, l'art ou la pensée dans ce pays. Mais enfin, tout ce qu'on peut faire, les petites pierres qu'on apporte sont les bienvenues. Marie-Vianne de Saint-Pulgent, sur ces petites pierres, nous allons nous arrêter. Nous nous retrouverons pour essayer de voir comment fonctionne l'accueil au Treil, comment on vient au Treil, et aussi comment la société peut profiter de ce qui se fait au Treil.